c'est vraiment le plaisir, en fait, qui doit guider. Le plaisir d'écrire. Donc, je pense que c'est vraiment ce plaisir, l'idée qu'en fait, il faut s'abandonner. Il faut oser s'abandonner quand on écrit. Il faut oser y aller. Il ne faut pas se juger. Il faut y aller. Il faut écrire, comme ça. Et ça crée une matière. Bonjour, je m'appelle Carole Martinez et je suis romancière. J'ai écrit 5 romans et des scénarios de BD et un roman pour la jeunesse aussi. Et je suis très lente. Les histoires dans la vie, les histoires, oui, elles sont importantes. Les histoires des gens sont importantes. J'adore écouter les gens me raconter leur histoire d'une façon générale. Je suis très sensible en fait aux histoires humaines. Donc je suis très sensible à tout ce que je pense finalement que peut-être qu'un photographe, quand il se baladera dans la rue, il sera sensible aux images, aux lumières, à tout ça. Et peut-être que moi, je serais davantage sensible aux histoires que je peux inventer autour de ce que je vais voir, des passants, imaginer où ils vont, ce qu'ils font. Et puis en fait, je suis tout le temps en train de me raconter des histoires ou en train d'écouter celles des autres. Même en fait, j'ai un chien et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait toiletter. Et bon, je la connais très bien. La toiletteuse, c'est une copine. Elle s'appelle Fabienne. J'aime beaucoup. Et en fait, elle m'a dit qu'elle s'était brûlée et que son mari avait dit attends, et qu'il l'avait touchée. Et puis elle était très étonnée en fait qu'il touche la brûlure, qui était une grosse brûlure, et que la douleur avait immédiatement disparu. Et ça, c'est extraordinaire. Et que du coup, en fait, il a touché un copain de son fils qui a été brûlé au thorax et ça a cicatrisé. Et en fait, maintenant, il a un peu peur que tout le monde vienne lui demander de le toucher, quoi. Mais je trouve ça fou de découvrir tout d'un coup un talent, comme ça, par hasard, simplement comme ça, parce que tu touches. Mais c'est une histoire. Elle m'a regardée, elle m'a dit, ça te plaît ça, hein? Ça te plaît, c'est une histoire. Et c'est vrai qu'en fait, les histoires, c'est une façon de vivre, de se raconter tout le temps des histoires, de partir pendant des heures en rêvasserie, en se racontant des histoires comme les ados le font. Moi, j'ai continué à le faire. Quand j'étais gamine, en fait, je pouvais passer 8 heures à rêvasser par jour en m'inventant des histoires dont j'étais l'héroïne à l'époque, des avenirs, des amours, s'inventer des histoires. Oui, à la base, je pense que j'écris pour raconter des histoires, pour me raconter des histoires, en vérité. C'est assez égoïste, hein. Mais pas que pour ça. C'est-à-dire que il n'y a pas que les histoires. Il y a les images, il y a des images comme ça qui peuvent être très fortes et qui se déplient après en histoire. Il y a cette idée en fait de faire face à l'absurdité de la vie et du monde en écrivant, parce que tout d'un coup la fiction peut permettre de récupérer tout ce qui nous bombarde, tout ce qui nous touche, tout ce qui nous fait du mal, et d'en faire quelque chose qui peut avoir l'air un tant soit peu cohérent à travers le roman, alors que sinon la vie est absurde souvent. Et puis voilà, de métamorphoser les choses pour faire quelque chose de beau, je sais pas. Donc il n'y a pas que les histoires, mais que les histoires sont absolument capitales. Moi je pense que je me suis pas formée. Je pense que le truc c'est que j'ai ce qui m'a formée, bien sûr, alors la grammaire, tout ça, ça a été très important pour moi, hein, très important. C'est une façon pour moi de ligoter
la douleur. Pour moi, c'est capital. Mais après, c'était juste le plaisir quand on m'a demandé d'écrire des rédactions à l'école. En CM2, je me souviens très bien, la première rédaction, c'était d'ailleurs un peu tard, sans doute, mais en tout cas, on m'a demandé, Madame Kieffer, qui nous a demandé à tous de raconter nos vacances. Alors, ça paraissait complètement bateau, en fait, de raconter ses vacances. Moi, j'ai adoré, c'était à la maison, et j'ai adoré raconter mes vacances, parce que pour la première fois, j'avais quitté la France, j'étais allée en Espagne, j'avais traversé une frontière, et j'imaginais j'avais imaginé, avant de la traverser, l'impression que ça allait me faire de traverser la frontière. Comme une sorte de membrane, un truc. Il allait y avoir un avant, un après. J'étais dans la Renault 12 avec mes grands-parents, et ils m'ont réveillée dans la nuit pour traverser la frontière. Et j'ai rien senti. Et donc j'ai raconté ça. C'est-à-dire ce que j'avais imaginé, toutes les histoires justement que je m'étais inventées, et puis la déception de ce passage de la frontière. Et Madame Kieffer, elle a vachement aimé, donc j'ai eu une très bonne note. Et en plus, elle l'a lu à la classe, et la classe était bidonnée de rire parce que c'était assez drôle. Et donc j'étais hyper contente, j'avais le plaisir de l'écriture, et puis j'avais le plaisir de la réception, en fait. Et après, j'ai adoré écrire. J'ai adoré, donc je pense que j'ai pas eu de formation à l'écriture. On m'a simplement encouragée à écrire. Et on m'a encouragée à écrire des histoires jusqu'au moment où je suis arrivée en seconde et où je pouvais plus écrire d'histoires, donc j'étais très triste. Et donc ça a quitté le monde scolaire. Et que je les ai écrites pour moi, dans mon coin. Pas que des histoires, parce qu'il y avait aussi la poésie. Et la poésie, c'était pas des histoires. La poésie, c'était un moyen d'exprimer ses humeurs, de faire sortir dans un jaillissement des trucs. C'était pas raconter une histoire. C'était donner un coup de poing à mon père, ou c'était des trucs beaucoup plus. Ça me permettait de donner mes émotions grâce aux mots, et de rendre quelque chose d'un peu percutant que j'aurais pas pu dire autrement, quoi. Non, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche complètement. Je pense pas du tout. En fait, j'ai pas du tout envie de m'inscrire dans un genre ou dans un autre. J'en sais rien. Des fois, d'ailleurs, c'est un peu compliqué parce que quand on me dit ah mais quel genre de roman vous écrivez et tout. En fait, je suis pas capable de me définir. J'ai même du mal à résumer ce que j'écris. Je sais pas trop, donc non, en fait, j'ai l'impression qu'il n'est pas plus imaginaire que les autres, de ce point de vue-là. En fait, tous les romans que j'écris depuis le début sont complètement imaginaires. Donc, c'est de la fiction à chaque fois. Je pars au XIIe siècle, je pars au XIVe siècle, je pars dans des lieux où j'ai jamais vécu. En fait, je voyage. Je l'ai pas préparé. Je l'ai écrit, mais je suis très lente. Donc je l'ai pas préparé. En fait, j'ai eu envie C'était pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement, moi, il se trouve que j'ai une phobie, c'est les épidémies. Donc ça tombait bien, hein, on était en plein dedans. Et après, on va passer des heures là-dessus. Et ça va mieux, hein, je suis guérie d'ailleurs. Et donc je dormais 1h20 par nuit, et je me suis dit c'est pas beaucoup. Ma mère, elle était Alzheimer, donc je savais qu'il y avait un lien entre le sommeil, l'absence de sommeil, toutes ces insomnies qu'elle avait eues et son état. Donc je me suis un peu inquiétée, je me suis dit oh là là, si je dors 1h20, c'est pas beaucoup, est-ce que je vais tenir le choc? Et j'ai commencé à me renseigner sur le sommeil. Puis j'ai donc le cycle du sommeil avec les différents sommeils en fait qui se répètent dans la nuit. Et donc chaque cycle dure à peu près 1h30. Et sommeil léger, sommeil profond, sommeil léger profond, sommeil paradoxal. Normalement pour le premier cycle, les 10 dernières minutes. Je me suis dit bah voilà, je ne veux pas rêver. Je n'ai pas de sommeil paradoxal, je me réveille au bout d'1h20 et je dors plus. Donc, qu'est-ce qui m'arrive dans le monde des rêves pour que je préfère encore être
recluse là, plutôt que de dormir et aller rêver et rejoindre ce monde-là. Et puis après, j'ai fait des liens, en fait. En fait, j'ai fait des liens à ce moment-là. Très souvent, en fait, c'est tout ce qui me fait un peu peur que je vais utiliser et transformer et que je vais animer. En fait, je prends mes peurs et puis, une fois que les monstres deviennent mes marionnettes, même si souvent, elles ne font pas forcément ce que j'avais voulu au début, mais ça devient quand même mes marionnettes, ça devient mon domaine. Et à ce moment-là, après, j'arrive à les prendre et les enfermer dans un roman. Donc voilà, il y a un truc de cet ordre-là. Et donc il y avait le sommeil, il y avait l'épidémie, il y avait cette impression en fait de fin du monde. Donc je suis allée relire en fait c'est vieux, hein, je veux dire les peurs de fin du monde, c'est très ancien. Donc je suis allée relire l'Ancien Testament, le déluge, Sodome et Gomorrhe, l'Apocalypse, les plaies d'Égypte. Et bon, j'avais l'impression, puis on était dans ces moments absolument incroyables où on était à la fois complètement sur nous-mêmes, repliés dans notre petite cellule, moi là c'était cellule familiale, et puis en même temps complètement en écoute, parce qu'on écoutait la radio tout le temps, on écoutait la télé, donc à la fois repliés et complètement sur l'universel, avec tout le monde, partout comme ça, qui était comme nous confinés, comme nous on comptait les morts, enfin bon c'est incroyable comme épisode. Donc je me suis dit, ça c'est à la fois, on est complètement dans l'individuel, on vit notre truc là, notre cellule familiale, on est les uns contre les autres, et puis en même temps, il se passe un truc sur le plan de toute l'humanité qui est quand même assez fou. Il n'y a plus d'avions au ciel, les bêtes reviennent dans les villes, quelque chose comme si la nature reprenait le dessus, c'était hyper beau et intéressant. Et puis, j'avais un voisin qui était fou d'oiseaux et qui m'avait expliqué le phénomène de l'empreinte ou de l'imprégnation, donc à savoir que lui, quand il était petit, il prenait des œufs et il avait un incubateur, et le premier être vivant que vous voyez, un oiseau en sortant de sa coquille, c'est sa mère. Donc ça pouvait être un chien, ça pouvait être lui, ça pouvait être... Et donc après, les oiseaux le suivaient vraiment comme s'il était leur mère et qu'il avait... c'est une passion pour lui, les oiseaux. Et je lui ai demandé, je dis, est-ce qu'une petite fille pourrait couver des œufs? Il m'a dit, oui, il faudrait qu'elle ait la fièvre. Et là, je suis partie sur cette image d'une petite fille suivie par ces 3 oiseaux en permanence. Donc j'ai recoupé tout ça. Et puis après, j'ai essayé d'organiser les choses pour raconter l'histoire. Donc j'ai raconté l'histoire autour de moi. Je n'ai pas écrit du tout, juste raconté l'histoire. Puis à un moment donné, quand le désir était suffisamment fort, c'était pendant le 2e confinement, j'ai écrit le début. Et je me suis lâchée, je me suis lancée. Et puis après, en fonction de ce que je rencontrais sur ma route quand j'écrivais, j'avais à me documenter sur les criquets, sur les grenouilles, sur des tas de choses en fait. Et à chaque fois, voilà, j'avançais. Mais pour moi, c'est plus un voyage à chaque fois. Ça prend du temps, je vous dis entre 4 et 5 ans. C'est un long voyage, plein de surprises. Parce que ce que je raconte au début, c'est pas forcément ce que j'écris. Il y a une histoire seconde. L'écriture peut m'amener ailleurs. À un moment donné, quand je commence, ce que j'aime, c'est la surprise aussi de l'écriture. Je trouve ça incroyable. Dans Du domaine des murmures, en fait, j'avais prévu qu'une recluse parlerait sur 30 pages. Et c'est une recluse, c'est une femme qui décide d'être emmurée vivante pour prier Dieu. Moi, je suis pas croyante et je suis claustrophobe. Mais au XIIe siècle, je la mets là-dedans, dans son reclusoire. Et puis, je commence à la faire parler. Et elle a une fenestrelle à hauteur des visages avec des barreaux. Et elle dit, j'écris, ensemble, quoi. Et elle dit que sa fenestrelle, c'est sa bouche de pierre. Oh, je me dis, c'est pas mal ça comme métaphore, sa bouche de pierre. Puis je continue, je file la métaphore, son unique orifice.
Et là, il y a une sorte de génération poétique qui se fait. C'était pas du tout ce qui était prévu. Ma recluse, elle devait être sur 30 pages. Mais là, je me dis, donc si c'est son unique orifice, c'est que c'est ses oreilles, elle va entendre des gens, elle va les écouter, ses narines, donc elle va sentir le parfum d'une rose, ou de ses yeux, ses orbites. Elle va voir quelque chose par sa bouche, donc elle va parler, et c'est son sexe. Et je me dis, mais ça serait génial qu'elle soit enceinte, et que l'enfant, après être sorti de son corps, doit quitter la pierre et sortir. Et donc je décide qu'elle est enceinte. Mais bon, il faut qu'elle tombe enceinte avant d'entrer dans le reclusoire, puis après il faut qu'elle accouche, et puis après il faut que l'enfant puisse sortir du reclusoire après être sorti de la chair. Bon, bref, c'était fini, quoi. C'était plus un chapitre. C'était 200 pages et c'était un roman entier, et cette recluse avait grossi jusqu'à devenir l'héroïne de ce roman qui aurait dû être un roman contemporain. Mais voilà, l'histoire, en fait, peut naître et surgir d'une métaphore. Et ça, voilà, c'est ça aussi qui me paraît très intéressant. Mais moi, c'est chacun, c'est ça qui est génial. Chacun a sa façon de procéder en écriture. Et je dirais même qu'il n'y a pas de procédé vraiment, et que chaque roman, finalement, exige une autre façon d'avancer en lui. Et c'est ça que j'adore. Alors, en général, j'ai toujours une narration à la première personne, et c'est une femme. J'ai toujours du féminin. En fait, j'aime bien mettre les femmes au centre, et donc j'ai toujours cette narration à la première personne. Après, il m'est arrivé dans La Terre qui penche d'avoir une double narration. J'ai une double narration dans La Terre qui penche avec 2 narrations à la première personne, mais c'est la même personne qui parle depuis son enfance, donc la petite fille qu'elle a été, qui raconte ce qui lui est arrivé de 12 à 13 ans, et la très 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 vieille âme qu'elle est devenue, donc qui, 6 siècles après, se souvient plus très bien de la petite fille qu'elle a été, et se souvient même plus comment elle est morte, l'a oublié, mais qui écoute la petite fille, qui continue de raconter en boucle son année et tout. Donc il y a ces 2 narrations avec ces deux stades, en fait, d'une même existence, comme une très très vieille dame et l'enfant qu'elle a été, et qui essaye de dialoguer, de s'écouter, sont pas d'accord. Enfin bon, voilà. Et là, cette fois-ci, j'avais cette narration à la première personne. C'est Eva qui est neurologue, c'est l'héroïne, et il se trouve que elle a un voisin, donc elle est en Camargue, elle est complètement isolée du monde, elle a fui avec sa fille les violences de son mari. Elle est en Camargue, isolée du monde, et elle a un voisin. Et alors, ce voisin, elle le rencontre de son point de vue, et je me souviens pas pourquoi, à un moment donné, je me suis dit, j'ai besoin, et c'est intéressant d'avoir son point de vue à lui. Et je me suis dit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, lui, il est décentré. C'est un homme qui ne dit pas « je », il en est plus capable. Il n'en a pas forcément envie. Et puis, comme il vit seul depuis très longtemps, il a pris l'habitude de se tutoyer. Et donc, je me suis dit, lui, il va avoir une pensée à la 2e personne du singulier. Ça va être « tu ». Et donc, en fait, je me retrouvais avec cette première narratrice, donc qui disait « je », une narration à la première personne. Ce 2e narrateur qui, lui, était comme dans sa pensée et qui se tutoyait, qui se disait « tu » en permanence. Et donc, ça permettait d'avoir ce double point de vue, tout en étant très clair, en fait, parce que je savais si j'étais dans l'un ou dans l'autre, puisque j'étais soit dans une première personne, soit dans une 2e personne. Et puis, comme j'avais cette idée que tous les enfants du monde allaient avoir le même rêve, et que la fille d'Eva, elle crie dans la nuit, dans ces lieux très isolés, et Eva essaye de la consoler, de la réveiller, elle n'a pas de rêve à raconter. Mais Serge, lui, le voisin qui se tutoie, et qui a des acouphènes, il écoute tout le temps la radio, et pour couvrir ses acouphènes. Donc lui qui est un peu comme quand on était dans le confinement, c'est-à-dire à la fois très isolé et très branché en permanence sur l'actualité, lui, il comprend que le rêve en question,
c'est pas seulement le rêve de Lucie, non, c'est le rêve de tous les enfants du monde, et que le rêve fait en 24 heures le tour du monde. Et lui, il entend tout, et la petite radio est comme une voix narrative, puisque quand on est avec Serge, la petite radio cause, en même temps que Serge fait ses affaires, et que elle cause, c'est une voix en italique qui sort de la petite radio, la compagne de Serge en permanence pendant qu'on est avec Serge. Donc on a accès au monde entier, tout en étant paumé, quoi, dans cet endroit-là. Et puis après, je me suis dit, maintenant que j'ai un jeu et un tu, puisque tous les enfants du monde ont le même rêve, je peux avoir un nous. Et donc, je peux raconter le rêve des enfants avec ce nous. Donc, je crée ce nous avec le premier rêve, et après, il va se répéter pendant tous les rêves des enfants auxquels nous, lecteurs et auteurs, on a accès parce qu'on est des rêveurs. Donc, même si les enfants ne racontent pas leurs rêves aux adultes, nous, on y a droit. Et puis, je me suis dit, c'est dommage, le père, là. Le père qui est le danger, qui est un danger, ça serait intéressant de savoir ce qu'il fait, mais elle n'a pas accès à son mari, puisqu'elle est en zone blanche, elle ne peut pas l'appeler ni quoi que ce soit. Donc, ça serait intéressant de pouvoir, moi, savoir ce qui se passe. Ça m'intéressait. Et puis, donc, je me suis dit, lui, il est extrait, il est loin, il les cherche, il est à Paris, et il veut les retrouver absolument, sa femme et sa fille. Et lui, il peut être à la troisième personne. Donc je peux avoir une narration à la troisième personne pour ce qui le concerne lui. Et donc ça me crée une ouverture comme ça. Et je me suis terriblement amusée avec ce système narratif. Vraiment, terriblement amusée. De s'amuser. Moi, je pense de s'amuser, apprendre à écrire. Alors, voilà, moi je suis un peu différente en ça, c'est qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas d'apprentissage à l'écriture, si ce n'est justement la grammaire, c'est vraiment le plaisir, en fait, qui doit guider, le plaisir d'écrire. Donc, je pense que c'est vraiment ce plaisir, l'idée qu'en fait, il faut s'abandonner. Il faut oser s'abandonner quand on écrit. Il faut oser y aller. Il ne faut pas se juger. Il faut y aller. Il faut écrire, comme ça. Et ça crée une matière. Et une fois qu'on a cette matière, cette matière, elle est là. Enfin, on peut la relire, repartir sur cette matière, la retravailler, voir où on peut aller avec cette matière, voir ce qu'on peut en faire, si on peut en faire quelque chose. Et puis je donnerais aussi comme conseil d'écrire à voix haute, de relire ce qu'on a écrit à voix haute à quelqu'un pour voir comment ça vibre dans l'autre, le voir vraiment physiquement, le ressentir, en fait, c'est de ressentir la vibration de l'autre. Et puis aussi, je pense ce qui est intéressant aussi quand on écrit, moi je demandais à des gamins quand j'étais prof, je leur disais, moi, écrivez 5 minutes de votre vie. Alors, c'est pas écrire votre vie en 5 minutes, c'est écrire 5 minutes de sa vie. C'est écrire, par exemple, voilà, son petit déjeuner. Mais c'est bête, hein, mais là, à ce moment-là, ça t'oblige à t'arrêter parce que tu sais que tu vas écrire ton petit déjeuner. Donc, tu dois t'arrêter, regarder, ressentir, te dire, ok, je prends mon petit déjeuner. Bon, comme d'habitude, certes. Mais qu'est-ce que j'aime comme bol? Qu'est-ce que j'aime comme température du chocolat? Comment je fais mon mélange? Comment je touille? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je vois? Le parfum, l'odeur, qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime la chaleur, la buée en fait, qui se forme sur ma peau pendant que le bol arrive là? Est-ce que j'aime l'épaisseur du bol exact? Est-ce que j'aime bien quand il est un peu fendillé? Là, je prends particulièrement cet endroit-là sur ma lèvre. Est-ce que j'aime le parfum du pain grillé? Pourquoi j'aime le parfum du pain grillé? Qu'est-ce que dit maman? Comment je suis habillée? Voilà, tout ça. Essayez vraiment d'être sensible tout d'un coup à des choses auxquelles on n'est pas forcément sensible parce qu'on les fait comme ça de façon machinale. Essayez d'être sensible, de faire une sorte d'arrêt en se disant « Ah c'est ça que j'aime. J'aime. » Parce que c'est assez fou parce que du coup, si on fait ça, on profite davantage.
on profite davantage du petit déjeuner. Vous voyez, on sait que, ah bah c'est fou, c'est ça que j'aime, oh là là, ah puis il a la buée et tout. Et en fait, on fait attention à ces sensations, faire attention à ces sensations pour pouvoir les écrire. Voilà les conseils que je donnerais. Bah ouais. Mais moi je trouve ça dramatique. Mais bon, je trouve ça dramatique. Hein. Faut regarder comment ça impacte déjà la musique. Non, mais bien sûr. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, justement, vous voyez cette idée de... Moi, ce que je vous dis quand j'ai fait écrire des gamins sur leurs 5 minutes, ou que... Eh ben, vous voyez toute cette nourriture, en fait, que ça représente tout d'un coup, de faire attention à ces sensations pour pouvoir les écrire. Ben, tout d'un coup, si on dit juste, écrire un petit déjeuner, chocolat chaud, qu'on n'a pas besoin de passer par notre filtre personnel et intime, si on n'a plus besoin, en fait, de ressentir pour essayer de recracher sur le papier. Je sais pas comment expliquer. Vous voyez, c'est juste que, c'est quand même infiniment triste. C'est comme cette impression, en fait, qui est de faire de la musique, alors qu'on n'a jamais ressenti ce que c'est que de souffler dans une trompette et de l'appui qu'il faut sur les lèvres et de ce son qu'on arrive à tirer de soi-même et de l'instrument et du poids de l'accordéon qui fait que on porte 17 kilos à bout de bras et que, enfin, il y a toute une expérience sensorielle, une expérience d'émotion qui est perdue parce qu'on fait de la musique sans en faire. Et en fait, on demande à... C'est un peu comme utiliser quelqu'un pour écrire à sa place, ou... je trouve ça triste, moi. Et là, en plus, c'est quelqu'un qui n'existe pas. C'est une intelligence artificielle qui va finir par créer vraiment à force d'imiter. Hein, mais qu'est-ce que ça va être que cette sensibilité qui sera finalement, à terme, plus de l'imitation, mais autre chose, et quelque chose de non humain, et qui va guider nos expériences de lecture, je sais pas. Moi, ça m'inquiète, oui. Ça m'inquiète. Mais il y a une curiosité, hein, l'être humain est évidemment curieux. Qu'est-ce que va faire la machine ? C'est fantastique. Mais regardons, évidemment. Mais moi aussi, je suis curieuse. Hein. Je suis allée sur ChatGPT pour voir comment il évoluait sur le plan de l'imaginaire et de ses capacités d'écriture. Et il va vite. Il va vite.